Maître El Hadji, bonjour. Vous avez demandé tout récemment la libération de Karim Wade. Et une demande qui a été mal accueillie du fait que vous soyez déjà avocat de l'État et en même temps que cette affaire a quand même perturbé quelques personnes. Ils ont eu du mal à vous comprendre quelque part. Étant avocat de l'État et demander en même temps la libération de Karim Wade. Pouvez-vous nous expliquer un peu en quoi cela consiste? Oui, je crois que les gens ne comprennent pas grand-chose. L'État n'est point l'ennemi de Karim, vice-versa. L'État a poursuivi Karim Wade. L'État que j'ai défendu a gagné son procès. M. Karim Wade a été condamné. Il a fait un pourvoi en cassation devant la Cour suprême. La Cour suprême a confirmé la décision de la CREI. Donc Karim Wade est définitivement condamné. Le procès est terminé. Karim Wade doit payer. Il doit payer plus de 100 et quelques milliards. Alors qu'est-ce qui reste maintenant? Il ne reste que le côté pardon. Je ne peux même pas dire pardon, mais je veux dire humain ou humanitaire. Parce que le président de la République seul a le pouvoir de grâce. Donc peut gracier une personne définitivement condamnée. Le fait même de parler de grâce est une confirmation de la culpabilité et de la condamnation de M. Karim Wade. Parce qu'on ne peut pas gracier quelqu'un qui n'est pas définitivement condamné. Donc les gens qui n'ont rien compris ou qui sont de mauvaise foi, ils disent oui, maintenant Karim Wade est défendu par El Hadji Diouf. Il a été défendu par ses avocats, il a perdu son procès. Moi j'ai gagné mon procès. Maintenant, les centaines de Sénégalais qui bénéficient de grâce pendant la fête de l'indépendance, pendant le Nouvel An, ils sont plus Sénégalais que Karim Wade. Autant des Sénégalais bénéficient de grâce, des mesures de clémence, des mesures de générosité, de solidarité même du chef de l'État, autant M. Wade Karim doit bénéficier de ces mesures. Ça ne veut dire nulle part que moi, en tant qu'avocat de l'État, je plaide le dossier de Karim Wade qui est terminé, clos. Karim Wade étant condamné. J'ai gagné mon procès. Je ne suis pas revenu pour dire que Karim Wade n'a rien fait, Karim Wade est innocent. Je n'ai jamais dit ça. Donc seulement les gens malhonnêtes sautent sur l'occasion pour dire « Oh, on ne comprend pas El Hadji Diouf ». Ils demandent maintenant qu'on accorde la grâce. Mais est-ce qu'on vise la mort de Karim Wade en prison? Dès lors qu'il est condamné, il a purgé la moitié de sa peine. Comme tout le monde, il peut bénéficier d'une mesure de grâce. La grâce, c'est quoi? La grâce maintient la culpabilité, maintient les condamnations pécuniaires. Il doit payer jusqu'au dernier centime. La grâce seulement vous permet de ne pas rester pendant toute la durée de la peine en prison. On vous permet de rentrer chez vous. Mais tout reste. La culpabilité, la condamnation pécuniaire. Au lieu de dormir en prison, vous allez dormir chez vous. Donc quelqu'un qui fait la moitié de sa peine peut bénéficier de la grâce. Et beaucoup de Sénégalais bénéficient de mesures de grâce. Et moi, je suis un leader politique. Je pense qu'on doit permettre à un homme politique aussi. Si on reconnaît sa culpabilité, si on le condamne, s'il purge la moitié de sa peine, s'il doit rembourser jusqu'au dernier centime, on peut quand même lui permettre de rentrer chez lui. Un homme politique, maître. Mais il se trouve que cet homme politique qui est aujourd'hui en prison a dit qu'il ne va jamais demander la grâce à... Oui,
Il peut ne pas demander. Aujourd'hui, le président de la République, justement, c'était l'objet de ma question. Est-ce qu'il peut prendre sur lui de gracier Karim Wade? Bien sûr, le président gracie souvent des centaines de Sénégalais à la veille des fêtes, sans leur demander leur avis. On fait une étude, on voit que bon, c'est des peines légères, des gens qui ont purgé la moitié de leur peine. Le réseau de prison fait le point, hein, et puis ils se lèvent un jour, on dit, vous êtes gracié, vous rentrez chez vous. Donc Karim est obligé aussi d'accepter cette grâce. Si on le gracie, il ne va pas dire non. C'est un pouvoir. Le président dit, celui-là qui est condamné, qui s'appelle Karim Modou Ibra, je lui permets de ne plus rester en prison. Et celui-là, il va sortir. Il ne peut pas dire je reste. C'est un décret de grâce. Le président, il dit, maintenant, il y a le surpeuplement des prisons. Je crois l'année dernière, on a libéré des centaines et des centaines. On dit, allez, on va désengorger les prisons. Et on a libéré 400, 300 personnes. D'un seul coup. Pour désengorger les prisons. Moi, je pense aussi, je le pense sincèrement, Karim Wade, comme tous les autres Sénégalais, Karim Wade doit bénéficier d'une mesure de clémence, de grâce du président Macky Sall, qui est son frère. Ensemble, ils ont dirigé ce pays sous Abdoulaye Wade. Ils ont été toujours ensemble. Ils ont le même papa presque. Et c'est un Sénégalais, il a des droits comme tous les Sénégalais. Où est le problème? Je n'ai jamais dit que, oui, Karim Wade n'est pas coupable, Karim Wade doit être déclaré innocent. Je n'ai jamais dit ça. Hein? Mais les gens sont souvent malhonnêtes et de mauvaise foi. Ils sortent sur l'occasion pour dire, ah oui, mais c'est El Hadji Mena qui devant Karim Wade. Moi, les 400 Sénégalais là qu'on a graciés, moi je ne les connais même pas. Est-ce que, en accordant une mesure de grâce, est-ce qu'ils ont, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont été défendus par des avocats? On les a graciés, qu'on peut gracier n'importe qui. N'importe qui, même les condamnés à mort pour demander la grâce. Maître, vous aviez fait cette demande-là lors d'une conférence de presse tenue dernièrement. Vous aviez motivé aussi cette demande par le fait que Karim Wade soit le seul, en tout cas de toutes les personnes qui étaient poursuivies, qui soient en ce moment en prison. Vous l'avez pas dit, c'est vrai, mais on pose la question, est-ce que vous considérez donc que la traque des biens mal acquis est ciblée? Je ne comprends pas votre question. Vous aviez, lors de la conférence de presse, demandé... Qu'est-ce que vous entendez par ciblé? Il n'y a que Karim Wade, de toutes les personnes que l'on poursuivait aujourd'hui, M. Ousmane Ngom, qui était poursuivi par cette traque, et je sais pas comment dire, peut-être pas encore dans la mouvance présidentielle, mais il accompagne le président en voyage, peut-être M. Oumar Sarr, pour d'autres faits, mais il se retrouve en prison, mais seul... Bon, écoutez, c'est moi qui ai annoncé, qui ai parlé de ça. Je vais revenir sur ça. Entre autres arguments pour le faire libérer. J'ai dit qu'il a purgé la moitié de sa peine, qu'il a été condamné définitivement et qu'il est le seul homme politique actuellement en prison pour la traque des biens mal acquis. C'est le seul. Et parce qu'il est le seul, et parce qu'il a purgé la moitié de sa peine, et parce qu'il doit rembourser, il doit payer jusqu'au dernier centime, on peut quand même lui accorder le bénéfice de la grâce. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, j'ai toujours dit, même à l'Assemblée nationale, j'ai dit qu'on ne doit pas, c'était à l'arrivée du Premier ministre ici à l'hémicycle, qu'on ne doit pas se limiter à Karim Wade. J'ai dit que la traque des biens mal acquis doit continuer. On doit remonter jusqu'à l'époque senghorienne, je vais dire. Que tous ceux qui se sont enrichis, tous ceux qui ont des milliards de Senghor à Macky Sall, s'expliquent devant la justice. Pour dire comment ils ont fait pour acquérir ces biens, pour être à la tête de ces empires financiers. Ah oui, je dis ici à l'Assemblée en tant que député, que la traque des biens mal acquis doit aller au-delà de Karim Wade. On ne doit pas s'arrêter au cas Karim Wade. Cela risque de faire désordre. Liste, il y en avait une liste, mais on doit dépasser cette liste, aller jusqu'à Senghor. L'ère Abdou Diouf, l'ère Senghor. Les milliardaires sous Senghor doivent s'expliquer. Les milliardaires sous Abdou Diouf doivent s'expliquer. Des fonctionnaires milliardaires,
doivent s'expliquer. Il n'y a pas de prescription. On peut remonter jusqu'en 1960. Maître, justement, en parlant d'une remontée jusqu'en 1960, vous pensez effectivement à qui? Je ne pense à personne. Je pense à tous ceux qui sont des milliardaires et qui pourraient être identifiés par une enquête exhaustive. Parce qu'on a des milliardaires aussi qui ont travaillé à la sueur de leur front. Et donc, oui, ils n'ont qu'à s'expliquer. On n'arrête pas les milliardaires. On les entend, on les audite, on les interroge. Ils n'ont qu'à s'expliquer. S'ils justifient l'origine licite de leurs biens, s'ils donnent des preuves de l'origine licite de leurs biens, ils ne peuvent pas être arrêtés. Le procureur spécial donne 30 jours à la personne interpellée pour enrichissement illicite pour justifier l'origine licite des biens, des avoirs trouvés sur lui, sur elle, si c'est une personne. Je parle de la personne. Si cette personne-là... Mais 1960 à maintenant, ça fait plus de 50 ans. Est-ce que c'est facile vraiment de justifier? C'est facile. Vous savez, nous avons une gendarmerie, nous avons une police. Si une personne est incapable de justifier l'origine licite de ses biens, elle tombe sous le coup de la loi. La loi sur l'enrichissement illicite. Si elle a occupé cette personne des fonctions publiques ou une fonction publique. Donc une personne qui se trouve à la tête d'un empire financier et qui a eu à servir l'État du Sénégal. Comme qui, par exemple? Je ne parle de personne. Je dis une personne. Peut être entendue par la gendarmerie, doit même être entendue par des enquêteurs sénégalais. Et une fois que cette personne donne des arguments convaincants sur l'origine licite de ses biens, mais on classe son dossier. Je dis, le procureur spécial donne 30 jours à la personne poursuivie pour qu'elle justifie l'origine licite de ses biens. Si la personne maintenant ne parvient pas à convaincre monsieur le procureur spécial, le procureur saisit le juge. C'est ça, c'est la procédure. Donc moi je ne vise personne. Merci beaucoup de la précision. On va revenir un peu sur l'actualité, justement sur la plus récente actualité, parlant de la question d'actualité qui s'est déroulée tout dernièrement à l'Assemblée nationale. Vous et vos collègues du PDS, du Réumi, en tout cas, bref, de l'opposition, est-ce que vous pensez vraiment que c'est la meilleure méthode de défendre la démocratie, la méthode que vous avez utilisée la dernière fois, jusqu'à peut-être que certains n'ont pas hésité à dire que vous avez indisposé l'auguste assemblée dans laquelle vous étiez? Est-ce que vous, en tant que Sénégalais, avez-vous une idée pour nous proposer un autre comportement? Non, nous on pose des questions, c'est justement pour avoir votre idée. Parce que moi je suis déçu par certaines analyses hypocrites et méchantes, pour ne pas dire nulles. Je voudrais avoir un peuple mûr, mature, honnête, sérieux, sincère, courageux, digne. Un peuple de vérité et de dignité, mais pas un peuple fourbe, malhonnête et manipulateur. Aujourd'hui, on demande d'accepter une forfaiture. Mais non à l'oppression. La résistance à l'oppression est un droit universellement reconnu. Je n'appartiens pas à l'opposition. Je suis de la majorité présidentielle. Je suis un député non inscrit. Le groupe de Aïdemboy ne m'intéresse pas. Je n'ai aucune faveur dans ce groupe. Je ne peux être ni président, ni vice-président du groupe. Je ne peux même pas bénéficier d'une commission, les commissions qu'on donne au groupe. Donc moi, je me bats pour des principes. Je suis plus proche de Macky Sall que de l'opposition, parce que je suis membre de la conférence des leaders de Benno Bokk Yakaar. Et mon parti, le PTP, siège au secrétariat exécutif de Benno Bokk Yakaar. Nous sommes représentés par le camarade Élie Jean Malo, le professeur Élie Jean Malo. Alors, donc, notre parti fait partie de la mouvance présidentielle. Mais ici, à l'hémicycle, je ne suis pas là pour mon parti. Je suis là pour le peuple qui m'a élu. Je suis député du peuple. Et à l'Assemblée, je constate qu'on viole les droits de l'opposition. Et dans une assemblée, il faut une opposition forte.
pour un débat franc, honnête, conséquent et non pour de la fumisterie parlementaire, on choisit sa propre opposition à l'Assemblée. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Fada qui a été exclu du PDS, remplacé par Aïda Mbodj, on dit non, c'est Fada qui est propriétaire du groupe. Un président n'est pas propriétaire du groupe. C'est comme si on disait que le président de l'Assemblée est le propriétaire de l'Assemblée nationale. Il a été élu pour 1 an et renouvelable. Le président Mourdiane Fada a été désigné par le PDS en 2012. Devant Omar Sarr, Souleymane Ndéné Ndiaye, à l'époque député, Ousmane Ngom député, qui était plus gradé que lui dans le gouvernement. Lui était ministre de la Santé. Ousmane Ngom était ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Souleymane Ndéné Ndiaye était Premier ministre. Omar Sarr était ministre d'État, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, etc. Lui, plus jeune que tout ce monde-là, a été choisi par Abdoulaye Wade. Personne n'a bronché. Entre-temps, il a eu des comportements jusqu'à être exclu du PDS. Wade choisit Aïda Mbodj pour diriger le groupe PDS. Fada fait de la résistance. Comme si c'est lui-même qui s'était auto-élu. Comme si ce n'était pas son parti qui l'avait mis à la tête du groupe parlementaire. Et comme si il a été élu pour toute la durée de la législature comme président du groupe. C'est faux. Au début de chaque session, on doit renouveler le bureau de l'Assemblée et les commissions et les groupes parlementaires. Alors, lui, il n'a que Fathiam et Mamoudou Cissé comme députés au sein du PDS. Maintenant, on parle de Awa Diop. Même si vous mettez Awa Diop, fallait à Awa Diop donc, qui l'aurait rejoint, Fathiam et Adji Mamoudou Cissé. 3 PDS et lui, ça fait 4. Et il a recruté Diop Sy et Khadim Thioune de Fakhas. Ça lui fait 6 députés. Il n'a pas encore 10 députés. Parce que pour le PDS, il faut 10 députés pour avoir un groupe parlementaire. Et pour le même PDS, Aïda Mbodj a 16 députés. Il a rien que pour le PDS, elle a 7 députés, Aïda Mbodj. Elle a 7 députés. Elle a Aïda Mbodj, Woré Sarr, Omar Sarr, Lamine Thiam, Mamadou Dieng de Koungheul, Nafi Ngom de Koungheul et Iba Der Thiam qui a signé pour elle. Ça fait 7 signatures. Ousmane Ngom a écrit à l'Assemblée pour dire que maintenant il devient un député non inscrit. Le PDS avait 12 députés. Ousmane Ngom quitte le groupe du PDS. Donc, le groupe du PDS s'est retrouvé avec 11 députés. Sur les 11, Aïda a les 7 que je viens de citer. Fada a les 4. En dehors des 7 du PDS, donc Aïda est majoritaire au sein du PDS. Parce que si Fada avait plus de députés PDS qu'Aïda, on aurait pu dire oui, le PDS vraiment à l'Assemblée est dirigé par Fada parce que la majorité au sein du PDS est derrière Fada. Mais la majorité au sein du PDS, 7 sur les 11, la majorité est derrière Aïda Mbodj. Fada n'a que 4 députés PDS. 3 et lui. Aïda a 6 et elle, ça fait 7. Je vous ai compté les députés. Maintenant, en dehors des 7 du PDS, Aïda Mbodj a les 8 députés de Rewmi, les Idriss Seck, les Maguette Mbodj, les Maguette Dièye, Thierno Bocoum, etc. Plus Mamour Diop Decroix, plus Ablaye Baldé, les centristes, et Khadijatou Diédhiou, les 2 députés centristes. Donc, presque une vingtaine de députés pour Aïda Mbodj. Donc, Aïda a plus qu'un groupe parlementaire. Vous savez que si vous n'avez pas 10 députés au sein du PDS, vous n'avez pas de groupe. Parce qu'avec la réforme, la dernière réforme de la loi, du règlement intérieur, la loi organique, seul le PDS a le droit d'avoir 10 députés. Quiconque maintenant veut créer un groupe doit avoir 15 députés. C'est la dernière réforme du règlement intérieur. Donc sur tous les plans, Aïda a plus que 10, elle a plus que 15. Fada n'a même pas les 10 requis pour le PDS. Si c'est le PDS, il aurait eu 10 députés, il serait peut-être consacré président du groupe. Mais il n'a pas 10 députés. Au sein du PDS, il n'a 4 députés PDS. Sur les 11, parce que le 12e est devenu non inscrit, c'est Ousmane Ngom. Maintenant, Moustapha Niasse viole la loi.
L'article 14 du règlement intérieur dit ceci. Les vice-présidents, les secrétaires et les questeurs sont élus au scrutin de liste pour chaque fonction. Fonction de vice-président, de questeur, de secrétaire élu. Chaque groupe parlementaire de l'Assemblée nationale peut présenter une liste par fonction. Tous ces scrutins sont secrets et ont lieu à la représentation proportionnelle, selon la méthode du quotient électoral calculé sur la base du nombre de députés inscrits dans chaque groupe, avec répartition des restes selon le système de la plus forte moyenne. Les postes de vice-président et de questeur sont attribués dans l'ordre fixé à l'article 13 ci-dessus, en donnant la priorité au groupe ayant obtenu le plus de voix. Cela veut dire quoi? Que moi, El Hadj Diouf, qu'aucun député ne peut se lever à l'Assemblée pour dire qu'il est candidat au poste de 3e, de 2e, de 4e vice-président, ou de questeur, ou de secrétaire élu. Il faut une liste déposée par un groupe parlementaire. Et on vous dit, à la représentation proportionnelle selon la méthode du quotient électoral, calculée sur la base du nombre de députés inscrits dans chaque groupe pour être vice-président. C'est-à-dire, on dit, vous avez tant de députés, vous avez droit à 2 vice-présidents. Vous avez tant de députés, vous avez droit à 8 vice-présidents. Donc, ce sont ces listes qu'on dépose à la plénière et on dit, le groupe tel a tant de députés, donc a droit à 2 vice-présidents. Et on élit les vice-présidents. Vous savez ce que Niass a fait? Extrêmement grave. Il fait élire le bureau sans qu'on connaisse, sans installer les groupes parlementaires. La charrue bien avant les bœufs. Alors que ce sont les groupes qui doivent compétir pour occuper le bureau. Je vous le relis. Les vice-présidents de l'Assemblée, les secrétaires et les questeurs sont élus au scrutin de liste pour chaque fonction. Fonction de vice-président, de questeur, de secrétaire élu. Chaque groupe parlementaire de l'Assemblée peut présenter une liste par fonction. Tous ces scrutins sont secrets et ont lieu à la représentation proportionnelle selon la méthode du quotient électoral calculée sur la base du nombre de députés inscrits dans chaque groupe. C'est quand on a tant de députés qu'on a droit à tant de vice-présidents. Et le président de l'Assemblée vient, dit oui, nous avons comme candidat Awa Gueye, Moustapha Cissé Lo, Abdou Mbow, Mansour Sy Djamil, Yaya, etc. Questeur, Daouda Dia, Awa Niang, secrétaire élu, Mbaye Niang, Moussa Diakhaté, Barthélémy Diaz, Zator Mbaye, etc. À la fin, les gens votent. Et après, il nous dit, j'ai reçu 2 listes. L'une de Aïda Mbodj, l'autre, Mouri Diagne Fada. J'ai dit, article 11, vous m'avez vu m'agiter le jour-là. Article 11, monsieur le Président, l'article 11 du Au début, on dit aucun débat ne peut avoir lieu avant l'installation du bureau définitif. Sauf s'il porte le débat sur des questions de procédure relatives à l'élection en cours. Donc on était dans une élection en cours. Et dès qu'on a cru terminer l'élection, il nous dit non, maintenant il y a 2 listes. Il dit non, Président, on doit d'abord valider les listes avant de passer à l'élection. Il faut connaître les listes pour savoir le nombre de députés qu'il y a sur ces listes. Et ensuite, permettre à ces listes de compétir pour avoir 2 ou 3 vice-présidents. Est-ce que vous me comprenez? C'est tellement clair. Au lieu de faire ça, donc de revenir, parce que le président avait violé la procédure, il n'avait pas d'abord parlé des listes, il y a eu une jurisprudence. Quand le Rewmi a voulu créer un groupe parlementaire, il y a une dame qui a dit, moi j'ai signé sans savoir ce que j'ai signé, je suis analphabète. Mais je n'ai pas quitté Benno Bokk Yakaar. Et immédiatement, le groupe de Rewmi a été déclaré irrecevable en pleine plénière. Et Rewmi n'a pas eu de groupe. Ça fait 2 ans. C'était en 2013. Parce qu'il n'y avait que 10 députés. La dame là, on l'a débauchée.
parce qu'elle avait signé déjà, au dernier moment, dans la salle, on l'a interrogée, elle a dit, ah, moi, je n'ai pas quitté Benno Bokk Yakaar, donc je n'ai pas rejoint le groupe de Rewmi. De ce fait, le groupe de Rewmi se retrouve avec 9 députés. Donc, on l'a déclaré irrecevable. Si le président Niasse voulait jouer net et honnête, il aurait dit, ah oui, El Hadji Diouf, vous avez raison. Donc, on va revenir. Donc, on va lire les listes de Omar Sarr, présentées par Omar Sarr pour Aïda Mbodj, et la liste de Fada. D'abord, on nous dit, quelque part, Moustapha Diakhaté, je vais répondre à ça. Il dit ce n'est pas à Omar Sarr de déposer, ce qui est faux. C'est Omar Sarr même qui avait déposé pour Fada en 2012. Parce que Omar Sarr est le patron à l'Assemblée. Même s'il n'est pas le président du groupe, le groupe est installé par un parti politique et par une déclaration politique. Je vais vous dire ça, je vais vous lire l'article 20. Omar Sarr a déposé aussi bien en 2012 qu'en 2015. Et il a dit que actuellement, le groupe est dirigé par la députée Aïda Mbodj. Comme il avait dit en 2012 par le député Bourdiagne Fada. Fada pense que le groupe maintenant lui appartient et que les gens doivent venir le voir, s'ils doivent modifier ou s'ils doivent changer, ou au début même de la session. C'est lui qui est le président du groupe. Comme si lui, il est élu pour 5 ans. On a écrit ça nulle part. Maintenant, on nous demande à l'Assemblée d'accepter la forfaiture d'Agnès. Mais plus grave, les commissions, on les a bloquées, on nous a taxés d'irresponsables. Mais, attends, l'installation des commissions obéit aussi, mais à des règles. La commission doit être ratifiée avant d'être acceptée. Hein? On dit article 36. Après leur constitution, les commissions sont convoquées par le président de l'Assemblée nationale pour élire sous la présidence du plus âgé des membres présents de chaque commission. L'article 35 dit avant même. 1 heure au moins avant l'heure prévue pour l'ouverture de la séance consacrée à la désignation des commissions. Il n'y a jamais eu de séance plénière consacrée à la désignation des commissions. On dit 1 heure avant cette séance qui n'a jamais été convoquée. Les présidents des groupes et les non-inscrits remettent au président de l'Assemblée nationale les noms des candidats pressentis pour constituer les commissions permanentes. Je souligne, les listes des candidats présentés sont ratifiées, soulignez avec moi, ratifiées, les listes des candidats pour ces commissions-là sont ratifiées en séance plénière. En séance plénière. Sont ratifiées en séance plénière. Sont ratifiées en séance plénière. En séance plénière. Par l'Assemblée et publiées par le président. Le président de l'Assemblée ne peut faire partie des commissions. On vient en commission, sans qu'on ne passe par la plénière, on dit, Samba Diouldé est président de la commission des lois. Il remplace Djibril War. Penda Dieng est président de la commission de l'urbanisme et remplace Lucie Cissé, etc. Qui a ratifié ça? Par quelle plénière? C'est pourquoi on s'était bagarré ce jour-là pour dire non, les commissions ne peuvent pas fonctionner. Les gens ont dit oui, c'est l'Assemblée irresponsable quand les gens vont se battre. Mais Sénégal, nous on va en commission pour réclamer le respect de la loi. Qu'on aille en plénière pour savoir qui est candidat pour les commissions. C'est la loi qui le dit. Eux, ils vont communiquer dans la presse pour dire telle commission est dirigée par telle personne. Moi, c'est dans la presse que j'ai appris que c'est Samba Diouldé Thiam qui préside la commission de loi à laquelle j'appartiens. Ça va passer par la plénière. Maintenant, la plénière, c'est RFM, Zik FM, etc. C'est les gens qui m'ont appris que telle personne devrait diriger les commissions. C'est ça qui a amené la bagarre dans les commissions. On dit non, retournons en plénière pour qu'on puisse voter. Le président n'a jamais voulu aller en plénière parce qu'il savait que jusqu'à présent, il n'y a pas de bureau. Parce que les bureaux sont élus par le groupe. Il y a un groupe qui n'a pas été reconnu. Et on a installé, on a voulu reconnaître un groupe qui n'existe pas, qui n'a même pas le nombre requis, le groupe de Fada. Donc, c'est du n'importe quoi. Maintenant, Maître, à vous entendre parler, vous avez porté beaucoup d'accusations contre le président de l'Assemblée nationale. Et certains disent que c'est récurrent.
À la limite, on dit que vous en voulez même à la personne du président de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est votre avis? Est-ce qu'effectivement c'est le cas? Est-ce que c'est votre avis? Avec tout ce que j'ai montré comme article violet, moi j'ai affaire à des intellectuels, je crois que vous êtes des intellectuels. Mais aussi ce sont les gens de mauvaise foi. Moi je n'ai rien contre Moustapha Niasse, que je sonne même à la présidentielle au premier tour. C'est mon grand frère Saloum. Mais j'ai constaté qu'à l'Assemblée, il passe tout son temps à violer la loi. Et moi, quiconque viole la loi ici, me trouvera sur son chemin. Moi, je vous ai montré comment il viole la loi. Le groupe parlementaire doit précéder l'élection du bureau. Parce qu'on donne des listes par groupe en fonction du nombre de députés. Dans chaque groupe, on connaît le nombre de vice-présidents, de questeurs et de secrétaires élus. Comment donc on peut élever un bureau avant d'installer le groupe parlementaire? On ignore même la composition des groupes pour savoir combien de vice-présidents ces groupes peuvent obtenir, combien de secrétaires élus, combien de questeurs. C'est réglé. Et quand on dit qu'on doit aller en plénière pour ratifier les candidatures pour les commissions, le président refuse de convoquer la plénière. On va communiquer à la presse pour dire tel est président de commission. Moi, je vais l'accepter moi en tant que juriste. C'est ça mon problème. On passe tout son temps ici à violer la loi. Et moi, je suis un homme de droit, je suis un juriste. Je ne peux pas laisser faire. On me considère même comme un opposant. Alors que je sais que je suis avec Macky Sall. Mais je ne peux pas accepter qu'on viole la loi de façon récurrente, justement, permanente, par la même personne. Finalement, on dit, oui, j'ai un problème avec cette personne-là. Mais si cette personne-là respectait la loi, il n'y aurait pas eu de problème entre elle et moi. On serait en très bon terme, en excellent terme. Mais c'est une personne qui passe tout son temps à violer la loi, comme elle est âgée, comme Niasse, c'est une figure du passé. Les gens pensent que Niasse est incapable de commettre des forfaitures. Il passe tout son temps, en réalité, à violer la loi. Donc, à commettre la forfaiture. Et moi, je passe tout mon temps, malheureusement, à rectifier un vieillard. Justement, ce vieillard-là vous a accusé la dernière fois de vocifération et de schizophrène zélé. Oui, il m'insulte tous les jours. C'est des insultes, c'est des injures. À l'image de l'autre là, dont je ne veux pas parler du nom, qui n'est même pas député, qui m'a insulté le maire. À l'image de l'autre aussi. Il passe tout le temps à m'insulter. Ça ne me décourage pas. Je suis pourtant avec lui, Moustapha Niasse, dans Benno Bokk Yakaar. À la conférence des leaders, nous sommes tout le temps autour de Macky Sall. Mais ici à l'Assemblée, je ne suis pour personne. Ni pour mon ami Macky Sall, ni pour lui, ni pour ses beaux yeux, mais pour le peuple qui m'a élu. Moi, El Hadji Diouf, député non inscrit, je me suis battu. J'ai payé une caution de 20 millions. J'ai fait ma liste à moi. Après avoir élu Macky Sall au deuxième tour, je me suis retiré pour dire, pour les législatives, je vais me peser. Je vais m'adresser au peuple. J'ai payé mes millions. J'ai battu campagne. J'ai eu ce député-là. Je ne vais pas me mettre derrière qui que ce soit. Je ne me mettais derrière personne. Ici à l'Assemblée. Voilà qui est très clair. Seulement derrière le peuple. Honorable député, comme vous appelez certains Sénégalais, député du peuple. Député du peuple que vous êtes et que vous demeurerez éternellement, Inch'Allah. Non, je ne veux pas demeurer éternellement député du peuple. Je veux devenir chef de l'État de ce pays-là. Je ne veux pas être député. Qui n'avance pas recul. Je suis chef de parti. On ne crée pas un parti pour être seulement député. Je veux, aux prochaines élections législatives, je veux devenir le parti majoritaire à l'Assemblée. Avec des députés comme El Hadji Diouf, que je vais investir pour défendre le peuple. Et après, la prochaine étape, c'est l'élection de El Hadji Diouf à la tête de l'État, comme chef de l'État du Sénégal. Je ne vais pas demeurer éternellement député du peuple. Pour l'honneur que je disais député du peuple, c'était pour l'honneur. Donc, passons. Passons. L'autre actualité est dominée par l'histoire de l'homosexualité, avec l'histoire des sacs, etc., des homosexuels qui ont été arrêtés, ensuite libérés. Au même moment, on arrête des imams. Vous, en tant que justement juriste, comme vous le dites, et en tant qu'avocat et député du peuple, que pensez-vous de cela et quelle est votre lecture de toute cette actualité-là? Je suis choqué par le comportement de mon ami, le ministre avocat Sidi Kaba, qui est l'avocat des Gourdjiken. J'ai dit un ministre des Gourdjiken. Un ministre qui a choisi de défendre le gourdjikenisme, l'homosexualité. En France, il l'a déjà fait. À l'époque, patron de la FIDH, Fédération internationale des droits de l'homme. Vous savez, ce droit de l'homme, l'a égaré, l'a perdu, qui se prennent pour des toubabs. Nous ne sommes pas des toubabs. Nous avons notre culture, pour parler comme les Allemands.
l'ensemble des valeurs de civilisation ici, du Sénégal. Nous avons notre culture, nous avons notre foi. On ne connaît pas ici l'homosexualité. Elle est réprimée, elle est condamnée, elle est rejetée, elle est inacceptable, elle n'est pas tolérée ici. Alors, les droits de l'homme, et lui en fait partie, pensent que l'homme peut tout se permettre, jusqu'à poser des actes contre nature. Et lui se permet de dire, en France, que le Sénégal est un pays en retard qui aurait dû légaliser depuis longtemps l'homosexualité. Et nous avons même les images, on va montrer les images. Un tel ministre qui dit qu'on doit légaliser l'homosexualité, qui est le patron de tous les procureurs de la République, maître des poursuites, ne va jamais encourager des poursuites contre des homosexuels. C'est pourquoi, au lieu même de les poursuivre, mais on les encense, on les encourage. Dès qu'ils sont arrêtés, ils se sont relâchés. Ils sont libérés immédiatement et de dossiers classés. Donc les homosexuels ont leur avocat qui est avocat aussi, mais surtout leur vrai avocat en tant que droit de l'hommiste. Ils n'ont aucune occasion pour montrer ça à ses maîtres. Les droits de l'hommiste d'Occident ne sont pas des Occidentaux. Et il a osé dire, j'ai frémi, j'ai tiqué, j'ai dit, ah! Il dit que, oui, l'homosexualité n'est pas punie au Sénégal. Ce sont les actes contre nature qui sont punis. Mais j'ai dit, l'homosexualité, c'est l'acte contre nature par excellence. Quand deux hommes se mettent ensemble, quand deux femmes se marient, quand deux hommes se marient, quand deux hommes couchent, c'est un acte contre nature. C'est comme quand un homme couche avec une chèvre. C'est des actes contre nature. Et quand le ministre dit que l'homosexualité n'est pas punissable au Sénégal, mais c'est extrêmement grave. C'est pourquoi d'ailleurs les gens qui n'ont rien compris sont trompés. C'est la manipulation de l'opinion. Les gens disent, il faut que les députés votent une loi maintenant. Il faut que les députés votent une loi pour condamner l'homosexualité. C'est déjà fait depuis Mathusalem. Depuis que le code pénal du Sénégal existe. Depuis l'indépendance. Les actes contre nature sont sanctionnés, punis. Pourquoi donc voter? Voter quoi? L'homosexualité est comprise dans les actes contre nature. Nous avons bien compris votre position. Et pourquoi nous dire que oui, il faut que... Moi, je suis les Wartakhalat. Assemblée, on a voté. Carrément, nous condamner. Mais quand on parle français, le code pénal est écrit en français. Et il sanctionne les actes contre nature. Et quand deux hommes se mettent ensemble, s'aiment, couchent, se marient, ils sont en train de commettre des actes contre nature. Pourquoi donc légiférer encore? Voter une loi pour dire que les homosexuels seront condamnés. Les homosexuels font partie des gens qui font des actes contre nature. C'est clair qu'on ne vient pas nous dire que les députés légifèrent, votent pour condamner. C'est déjà fait. La loi sénégalaise, le code pénal condamne l'homosexualité, contrairement aux déclarations fallacieuses et mensongères du ministre Sidiki Kaba. Des déclarations mensongères. Le code pénal punit l'homosexualité. Votre position sur la réduction du mandat présidentiel, les réformes entamées par le président de la République, le projet de loi, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai 15 points là, bidon, qui ne veut rien dire, rien du tout. On nous dit la reconnaissance de nouveaux droits aux citoyens, droits à un environnement sain, etc. Ça existe déjà. Le renforcement de la citoyenneté par la consécration des devoirs du citoyen. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais c'est pas sérieux. Bon, le renforcement des droits de l'opposition et de son chef. Le chef de l'opposition, il est en prison. La représentation des Sénégalais à l'extérieur par des députés à eux dédiés, comment faire ça? Vous laissez les partis politiques choisir parmi leurs militants qui sont à l'étranger et qui mettent campagne pour eux, des députés là-bas, et qu'ils vont investir sur leur liste. Mais on ne va pas dire aux gens du Zimbabwe, des Sénégalais du Zimbabwe, des Sénégalais du Kenya, des Sénégalais de New York, choisir des députés. Ça, c'est pas possible. Ce sont les partis qui concourent à l'expression du suffrage universel.
Les partis ont des militants et des électeurs dans ces pays-là, à l'étranger. Les partis-là doivent, s'ils le veulent, investir. On ne peut pas les forcer aussi à mettre des députés de l'extérieur qui ne se battent pas, qui dorment à l'extérieur. On ne va pas forcer les gens à prendre des députés comme ça, pour devant l'étranger. Le gouvernement doit avoir une politique pour les Sénégalais de l'extérieur. Les députés doivent aussi s'informer par toutes les voies des conditions d'existence de ces Sénégalais de l'extérieur. Mais c'est du populisme. Mais plus grave, l'élargissement des pouvoirs de l'Assemblée nationale en matière de contrôle de l'action gouvernementale et d'évaluation des politiques publiques, ça existe déjà. Qu'est-ce qu'on va élargir? On peut convaincre n'importe quel ministre, même le Premier ministre, pour contrôler l'action gouvernementale et l'évaluation des politiques publiques. C'est le rôle de l'Assemblée. C'est un rôle constitutionnel de l'Assemblée. L'Assemblée a pour mission, 1, voter les lois, 2, contrôler le gouvernement. On nous dit qu'on va contrôler. Qu'est-ce qui s'oppose au contrôle du gouvernement? C'est la majorité de Benno Bokk Yakaar, majorité écrasante, qui refuse de contrôler le gouvernement. On n'est pas rien. Il y a une complicité entre le gouvernement et sa majorité ici à l'Assemblée. Au lieu de voter des résolutions pour condamner l'arrestation arbitraire de Omar Sarr, qui est député, arrêté pour flagrant délit et qui n'a pas été jugé pour flagrant délit, ce qui est quand même une forfaiture, au lieu de voter une résolution pour exiger sa libération immédiate, on vote à l'Assemblée une résolution pour se dire Serigne Mbaye Thiam, qui viole une décision définitive de la justice. Un arrêt de la Cour suprême qui lui fait injonction de reprendre les maîtres, les élèves maîtres. Et c'est le président de la République, ce qui est son ministre, c'est l'exécutif. C'est pas notre Thieboudienne, ce que je connais d'ailleurs. Mais des députés qui sont indépendants, théoriquement, et qui doivent contrôler le gouvernement, se permettent de défier la justice, d'entrer en rébellion contre l'arrêt de la Cour suprême, pour dire au ministre Mbaye Thiam, nous, députés, nous vous soutenons contre la décision de la Cour suprême que vous devez ignorer. Alors que cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Mais dans quel pays de droit sommes-nous? Le droit n'existe plus. Ce n'est pas ça un état de droit. Un état de droit doit se plier aux décisions de sa justice. C'est ça la séparation des pouvoirs. Autre élément, la désignation par le président de l'Assemblée nationale de 2 des 7 membres du Conseil constitutionnel. Mais quand on sait que le président de l'Assemblée est choisi par le président de la République, c'est lui qui a la majorité écrasante à l'Assemblée. Qui dit c'est Moustapha Agnès à l'hémicycle, c'est Moustapha Diakhaté au groupe parlementaire. C'est Moustapha Cissé parmi les vice-présidents, c'est Awa Gueye, vice-présidente, c'est patati patata. Il choisit 5 membres du Conseil constitutionnel et celui qui l'a choisi va choisir deux autres membres du Conseil constitutionnel. Donc si le président nomme le président de l'Assemblée, il ne nomme pas Théo, mais on sait que c'est lui qui l'a choisi, parce qu'il est élu à l'Assemblée. Mais c'est lui qui désigne son candidat. Et depuis Senghor, c'est le candidat du président qui passe. Depuis Senghor, ici au Sénégal. Parce que depuis Senghor, les Sénégalais votent mal pour élire leurs députés. Ils donnent toujours au président une majorité écrasante. Wade, Abdou Diouf, Senghor, Macky Sall. Tous, ils ont eu une majorité écrasante. Avec un président de l'Assemblée choisi par Senghor, ensuite Abdou Diouf, ensuite Abdoulaye Wade, ensuite Macky Sall. Ce Macky Sall a choisi 5 membres du Conseil constitutionnel, revient pour dire à Agnès de choisir 2 autres membres. Quelle garantie les Sénégalais ont? Au contraire, après avoir choisi, le président aurait dû laisser les corps judiciaires comme l'ordre des avocats, des notaires, des huissiers, proposer un avocat, un huissier, un notaire, pour compléter les magistrats et les universitaires avec un professeur de droit, mais ça aurait donné plus de crédibilité et de confiance. Au lieu de laisser le président choisir 5 et son président de l'Assemblée choisir 2. Et cela fait désordre. Vous voyez que c'est ça qu'on appelle une réforme consolidante, pour parler comme l'autre, soi-disant constitutionnaliste qui ne comprend rien du tout, et qui fait prendre des décisions graves et dangereuses. Et maintenant, plus grave, il nous parle maintenant voilà. Là où on dit
la restauration du quinquennat. Point 6. Pour le mandat présidentiel. Y compris la question de l'applicabilité immédiate de la réduction à 5 ans du mandat de 7 en cours. Écoutez, le président Macky Sall ne peut pas faire 5 ans. L'article 37 de la Constitution. Article 37. C'est le serment du président de la République. Article 37 de la Constitution. Voilà. Le président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant le Conseil constitutionnel en séance publique. Le serment est prêté dans les termes suivants. 2 points. Je cite le serment. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d'observer, comme de faire observer, scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale, de ne ménager aucun effort, enfin, pour la réalisation de l'unité africaine. Fin de citation, je ferme les guillemets. C'est ça le serment que le président prête devant le Conseil constitutionnel. Il doit respecter donc scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois. Donc, il prête serment devant une Constitution de 7 ans qu'il doit respecter. Il n'a pas le droit de violer cette Constitution. Maintenant, si on modifie la Constitution, entre-temps, s'il revient pour prêter une deuxième fois serment, ce sera devant une nouvelle Constitution qu'il va respecter. Je m'explique. En 2000, Wade avait réduit le mandat de 7 à 5 ans. Il a fait en 2001. Mais quand il est venu en 2000, il a trouvé, le 19 mars, une Constitution de 7 ans. De 7 ans. Wade a trouvé 7 ans après Abdou Diouf. Il a hérité de ça. Il vient 1 an après, il dit, je change la Constitution. Maintenant, il faut faire 5 ans. Mais est-ce que Wade s'est arrêté en 2005? Il ne pouvait pas. Parce qu'en 2000, lorsqu'il prête le serment, c'était devant une Constitution de 7 ans. Donc, il a changé la Constitution 1 an après sa prise du pouvoir. Mais il ne pouvait pas s'arrêter en 2005. Il était jusqu'en 2007. Il a fait les 7 ans obligatoires. Sauf que Wade n'avait pas promis de réduire son mandat, dont celui en cours. La promesse n'est pas ici possible. Si je vous promets, vous de faire de vous un prophète, alors que je ne peux pas le faire, est-ce que cette promesse, on peut en parler? Macky a fait une promesse intenable qui ne peut pas exister. Mais les gens, soit ils sont nuls, comme je l'ai dit, soit ils sont de mauvaise foi. Mais quand vous dites à une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, qui a 70 ans, que vous aurez 5 gosses, cette promesse-là, moi, dire que vous avez promis à cette femme de 70 ans qu'elle aura 5 gosses, alors qu'elle a 70 ans, mais vous dites tout ça au gars qui lui a promis, le marabout, le charlatan, soit il vous a déjà escroqué, il a pris votre argent, ou bien il s'amusait. Je dis, Macky Sall n'est pas un juriste. Il a sa volonté, il dit, je peux faire 5 ans, mais il ne peut pas violer la Constitution. C'est pas plus facile, c'est plus simple que ça. La preuve, Wade qui est juriste, il a réduit le mandat 1 an après son arrivée au pouvoir. Pour dire que maintenant le mandat c'est 5 ans. Mais comme il a pris le serment sous l'empire de la Constitution de 7 ans, il ne peut pas violer cette Constitution et son serment. Toujours avoir une deuxième option, celle de... Je vais continuer, ça c'est faux. Je vais continuer. Donc ça, ce qu'ils disent, ils n'ont rien compris. Après, il y a parti là, je vais le dire après. Alors, comme Wade était juriste, et il est juriste, c'est un grand juriste, il fait ses 7 ans. Mais comme en 2001, on a diminué le mandat de 7 à 5, il ne pouvait pas s'arrêter. En 2005, il a fait les 7 ans, parce qu'il avait prêté serment sous l'empire de la Constitution de 7 ans. Mais en 2007, Wade vient, il prête serment devant une nouvelle Constitution adoptée en 2001, qui donne 5 ans maintenant au président. Parce que maintenant, quand il prête serment, il a trouvé une nouvelle Constitution. Ah, qu'il faut respecter.
Wade va faire 5 ans. En 2008, un an après, il change encore la constitution. Il dit, vraiment, j'ai vu que 5 ans, c'est pas bon. Quand je le faisais, en 2001, je n'avais fait qu'un an. Mais en faisant 7 ans, j'ai vu que mes chantiers ne sont pas terminés. Ne sont pas achevés. Je ne peux rien faire, même avec 7 ans. Donc, il faut que je revienne aux 7 ans. Et en 2008, Wade adopte une nouvelle constitution de 7 ans. Est-ce qu'il a fait 2007-2014? Parce qu'il a été réélu en 2007. En 2008, il change la constitution pour refaire 7 ans. Mais comme il avait prêté serment en 2007 devant la constitution de 5 ans, il ne pouvait pas dépasser 2012. Il ne pouvait pas faire les 7 ans qui ont été adoptés un an après. Pourtant, un an après sa réélection, il est revenu aux 7 ans. Donc, si on avait suivi la logique, il aurait fait 2007-2014. Parce que déjà en 2008, on est revenu aux 7 ans. Mais comme lorsqu'il prêtait serment en 2007, c'était 5 ans depuis 2001, parce que lui, il a prêté serment en 2000 pour 7 ans, il diminue en 2001 pour 5 ans, mais il ne pouvait pas s'arrêter en 2005, il va jusqu'en 2007. 2007, la constitution a été modifiée en 2001, il prête serment devant une constitution de 5 ans. 2008, un an après, il change. Il dit, maintenant on revient aux 7 ans. Mais il ne pouvait pas faire les 7 ans. Parce qu'il a prêté serment devant les 5 ans. Donc il fait 2007, 2012. Et Macky Sall qui a eu la chance, lui, de trouver la modification qui donne 7 ans, prête serment devant les 7 ans, qu'on voit en 2000. On voit qu'il va faire 7 ans, mais s'il change la constitution, le prochain président, lui ou un autre, en 2019, va faire 5 ans. Kouad a fait 5 ans pour son deuxième mandat. Comme Chirac l'a fait. Chirac a fait 7 ans. Mais avant de boucler les 7 ans, il avait modifié la constitution pour 5 ans. Il a fait 5 ans après. Ça lui a fait 12 ans. Et c'est pourquoi Sarkozy a fait 5 ans, a été balayé, il n'a fait qu'un mandat. Mais Chirac a modifié la constitution française. Maintenant, désormais, le président, c'est 5 ans. Mais il a continué les 7 ans. Mais quand il a battu Jean-Marie Le Pen au second tour, parce qu'on a éliminé Jospin, il a prêté serment Chirac pour les 5 ans. Et à la fin des 5 ans, il est parti. Donc Chirac a fait 12 ans, comme Abdoulaye Wade, exactement. C'est deux jurisprudences. Personne n'a le droit de revenir sur le mandat obtenu sur la base d'élection. C'est pourquoi on parle de démission. Là, on ne peut que démissionner. Est-ce que vous croyez que c'est juste, c'est honnête, c'est responsable qu'un homme choisi par tout un peuple, ça l'est pour dire à ce peuple-là, je démissionne. Tu manques de respect à ce peuple. Je suis élu pour 7 ans. Vous respectez sa parole. Mais quand la parole ne peut pas être effective, ne peut pas être appliquée, on se rend compte qu'elle n'est pas applicable. On dit, je la voulais, cette parole, je l'ai sortie de ma bouche, mais elle ne peut pas s'appliquer. Mais vous allez, vous-même, est-ce que vous allez prendre au sérieux un président élu pour 7 ans, qui fait 5 ans et qui démissionne, qui dit au peuple, ah, vous m'avez élu pour 7 ans, mais je n'ai aucun respect pour vous, j'ai démissionné, donnez-moi encore un autre mandat. Mais dès que vous ne voulez plus diriger le Sénégal, vous démissionnez, mais vous devez partir. Non, il faut être conséquent. Quand on démissionne, c'est qu'on ne peut plus continuer. Les gens, ils proposent ce scénario-là, c'est surréaliste. On a même, c'est comme si on était avec des extraterrestres. Quelqu'un qui est élu, choisi par le peuple, pour un mandat déterminé, il n'y a qu'à faire de peuple, il y a peuple, pour dire au peuple, je démissionne au bout de 5 ans, mais je reviens pour que vous m'élisiez encore, vous me donnez encore des suffrages. Quel est ce peuple-là qui va reconduire sa confiance en direction de cet homme qui ne lui donne aucun respect, qui se permet de se comporter de façon cavalière comme ça, hein, qui vient dire « je démissionne ». Mais vous démissionnez, mais vous avez trahi votre serment et vous avez trahi le peuple qui vous a élu pour 7 ans. Le peuple n'a pas eu de Macky Sall pour 5 ans, c'est faux. C'est pourquoi quand des Y'en a marre ou d'autres disent que s'il ne fait pas 5 ans, nous allons descendre dans la rue, ils descendent dans la rue, on les fout en prison. Parce que la Constitution, justement, n'est pas violée. Attends, moi, c'est le juriste qui vous parle. La Constitution, moi, je pose une question à tous les Sénégalais. Est-ce qu'elle donne 7 ans à Macky Sall ou 5 ans? Si Macky Sall fait 5 ans, en ce moment-là, on doit descendre dans les rues. Parce qu'en ce moment-là, Macky Sall
viole la Constitution, viole son serment, commet le délit de parjure, c'est-à-dire jurer et violer le serment. Parce qu'il a juré pour remplir fidèlement et respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des institutions constitutionnelles. Donc, lui, contrairement, il y a un professeur d'université, c'est même pas un professeur d'université, c'est un imposteur, il dit que lui, il veut un débat avec El Hadji Diouf. Je l'ai lu. Je ne vais pas parler de son nom, je ne vais pas lui faire une publicité. Il dit que... Il dit qu'il ne m'intéresse pas. Il dit que, oui, hein, ce que El Hadji Diouf a dit, c'est des codes de vérité. Quel code de vérité? Moi, je vous dis le droit. J'ai aimé bien les commentaires des Sénégalais qui ont dit, il y avait là, vous allez chop, nous sommes morons. J'ai dit, vous avez lu les commentaires? Et là, vous allez chop. Et là, lui, il a des convictions fortes. Vous êtes opportuniste. Les gens là-bas qui sont au palais, les juristes du palais, là, lui et les autres, là, le soi-disant constitutionnaliste, là. Vous savez, la science est objective. Même la science sociale, le droit aussi peut être objectif. Parce que c'est des articles de loi. Ce n'est pas seulement de la spéculation. Eux, ils pensent qu'en spéculant, alors qu'on dit que la science est objective, la culture relative. Mais la science sociale, mais aussi obéit aux normes scientifiques, dans les articles de loi que je ne crée pas. Donc, il faut retenir que ce que je dis, c'est ça la vérité. Si les gens vont jusqu'à chercher des démissions, hein, le président doit revenir, sa parole, je dis, wah, ak waat, man moo gën a fort. Waat naa ne lii lay def. Ak waxoon naa ne lii lay def. Léegi Sénégal yi dañ xool bu gën a fort. Waat naa ne lii lay def. Bu ko deful, def naa parjure. Mais violé naa sama serment. Ak bi may campagne newoon naa daa def 5 ans appliqué ma ko sama bopp. Mais ma ne Macky Sall moomul nit ñi yebuñu. Macky Sall n'est pas au-dessus de la Constitution. Il est tenu de respecter la Constitution. Donc, il ne peut pas faire ce qu'il veut par rapport à ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, si cela était conforme à la Constitution, il n'y aurait pas eu de problème. Mais si ce qu'il dit n'est pas conforme à la Constitution, viole la Constitution, ce qu'il dit ne compte pas. Je dis, quand vous dites à une femme de 70 ans qu'elle aura 5 enfants, alors que vous savez très bien qu'elle ne peut pas le faire, elle ne peut pas avoir 5 enfants, vous n'allez pas exiger que 5 enfants proviennent de cette femme-là. Ce n'est pas possible. À l'impossible, nul n'est tenu. Et Macky est incapable de diminuer son mandat. C'est un démission. Et ce démission, il viole son serment, il viole son mandat, il manque de respect au peuple et aux électeurs qui l'ont élu. Quand même. C'est clair. C'est très clair. Merci beaucoup, maître.